Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 29 mai 2023. On se retrouve avec une map quasi dans l'intégralité dans le vert. On a Mask au niveau du top 100 qui nous pousse 13%, Injective Protocol plus 8, Lido qui reprend plus 5,6, on a RNDR qui avait bien poussé, qui est en recul de 2%, ainsi que iOS, moins de 2,5, donc RNDR qui pourrait trouver son micro-top local après nous avoir fait une poussée extraordinaire. Au niveau du top 25, un peu plus resserré, donc le BTC qui reprend ses 28 000 $ au moment de la clôture hier. On a eu une très belle poussée en fin de journée, plus 3,24, Ether qui suit, 1900 $ à plus 3%. Et comme d'habitude, au niveau du top 25, jamais de méga performance ou de contre-performance. Ça se contente de suivre derrière entre plus 1,5 à plus 2,5 sur une majorité de coins et de tokens. Au niveau du 4 heures, donc on est venu chercher en mèche extrême autour de 28 400, 28 500. Venant à la rencontre, ça s'est légèrement fait front-run d'ailleurs au niveau des 3 points de contact de cette trend ici, après la double touchette en bas qui avait été défendue à 25 860, et on est ici sur un graphique de BitMEX si je dis pas de bêtises, tandis que les ordres de marché sont ce matin sur une certaine neutralité. On voit que ça se bataille toujours du côté de Coinbase avec 27 400 à 27 800 quasi neuf pour les acheteurs, tandis que les vendeurs vendent à compter de 28 150 jusqu'à 28 600. Et notre bon vieux et cher Crypto Fear and Greed est sur le neutre 52, ça n'a pas bougé depuis pas mal de temps, tandis qu'au niveau de la map de liquidité, la balle est au centre pile poil. On est de retour dans le gros de notre No Man's Land après avoir touché le bas de la liquidité, en tout cas le début qui était sous les 27 000 $. On est venu taper dans cette liquidité autour de 25 800 comme on vient de le voir. Au nord, ça commence à bâtir doucement mais sûrement entre 29 à 31 où nous attend par la suite l'énorme pic, et ensuite on se déplace 33-35, et comme on peut le constater derrière les 35-36, ensuite il y a de nouveau un énorme creux qui pourrait avoir et nous conduire sur une aspiration jusqu'à 40 à 42 000 si jamais un jour c'est ce scénario là qui se déroule. Donc c'est une vraie zone de bataille qu'on a sous nos yeux avec deux camps qui sont bien campés sur leur position, c'est le cas de le dire, et on va voir ce qu'il en ressortira. Je suis pas sûr que ça soit cet été que ça bouge le plus, mais autour de l'automne on risque d'avoir un peu plus de volatilité. On reprend les news. Alors on a 3 jours de news à passer puisque on n'a pas fait d'émission depuis jeudi si je dis pas de bêtises, donc je vais partir de la plus récente jusqu'à la moins récente. Ça vous fera comme ça le petit update pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre lors de ce week-end prolongé. On part avec Bourse Echo et jeudi Nvidia qui a ajouté 200 milliards de dollars en une seule journée à sa capitalisation boursière. Et il nous faisait la petite overview du secteur, un panorama de l'industrie des semi-conducteurs, un marché qui pesait proche de 600 milliards en 2021. Donc il y a toute la partie conception avec les concepteurs internes, Apple, Tesla, les pure players, AMD, Nvidia, Qualcomm, Broadcom, IDM, Integrated Device Manufacturer, avec Intel, ST Microelectronics, Samsung, les fonderies. Alors là on rentre dans la production, et notamment le très connu, puisque ça avait pas mal fait jaser au moment où tout s'était fermé lors du Covid, TSMC pour la partie asiatique. Et enfin les fonderies, les équipementiers purs et durs avec ASML, KLA et Lam Research. Et donc vous avez toutes les sociétés qui là de près ou de loin ont un énorme besoin, voire créent eux-mêmes les puces et les circuits dont on a besoin pour toute l'électronique mondiale, avec ces semi-conducteurs qui sont un marché a priori vu tout ce qui est en train de se développer avec l'IA et qui va probablement prendre des proportions exponentielles dans les prochaines années. On aura un besoin de plus en plus important d'avoir des puces comme ça qui soient à la fois performantes, à la fois efficientes, et c'est un domaine, je suppose, comme d'habitude, je vous donne des pistes qui restent intéressantes à observer. On avait fait ici sur Twitter qui nous disait que Layer 0 pourrait ou aurait confirmé, j'ai pas pu vérifier à l'heure où j'enregistre l'émission, l'arrivée d'un token. Donc ça serait un potentiel gain, il disait là aussi hypothétiquement de 10 000 $ pour ceux qui feront leur devoir. Vous avez au travers de quelques posts sur ce trade la meilleure façon de traiter l'airdrop potentiel à venir pour Layer 0. Le truc c'est que s'ils l'ont
maintenant bel et bien confirmé. Probablement que le snapshot a déjà été réalisé en amont, donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut totalement s'appuyer sur ça, mais de notre côté, mis à part quelques dollars de transaction, ça ne coûte quasiment rien d'essayer, et les airdrops, on l'a vu, ça peut rapporter très vite et très gros. Cryptost, la banque centrale du Brésil, qui dévoile 14 candidatures retenues pour le projet pilote du Real brésilien, en association avec Visa, Microsoft et Amazon Web Services, AWS, qui rejoindront le développement de cette monnaie numérique de banque centrale. Et toujours avec Cryptost, et on en vient au sujet du jour, c'est la Chine qui dévoile son intérêt pour le Web3 dans un livre blanc ambitieux, mettant l'accent sur les NFT, l'IA, la réalité virtuelle, une exploration prometteuse des possibilités offertes par le Web3. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment depuis ce début 2023 qui est en train de se passer sur la partie asiatique. Il y avait Esprit Cryptique, je crois, qui a fait un trade et qui est en train petit à petit de le mettre à jour. Et je crois qu'il se nommait « Et si le prochain bullrun venait de la partie asiatique justement ?» Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a eu un véritable shift qui s'est opéré depuis à peu près 9 mois, c'est-à-dire au moment où les États-Unis ont commencé un peu à rentrer dans le lard de tout l'écosystème crypto et probablement consécutivement à FTX. Je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Et en fait, à partir du moment où les États-Unis ont montré les dents, on a la Chine et la partie asiatique, on a Hong Kong, on va en discuter dans quelques instants aussi, qui sont en train de réouvrir les vannes. En tout cas pour Hong Kong, les vannes ont toujours été ouvertes, mais la Chine, souvenez-vous, ils avaient banni le minage. Ils n'étaient pas super contents qu'on fasse du business autour des cryptoactifs hors de leur arrivée de banque centrale de monnaie numérique. Avec le fameux yuan numérique qui s'échange déjà, ils l'ont quasi sponsorisé, ils disent aux gens d'utiliser l'application et il y a eu des pilotes à grande échelle, on est vraiment en train d'y arriver. Et donc peut-être qu'effectivement, j'ai vu Sidzi, le PDG de Binance, en discuter, d'un air de dire, alors c'était peut-être dit de façon un peu sarcastique aussi, il disait le prochain bullrun va arriver, mais le prochain bullrun avec la Chine, d'un air de dire, ça ne pourrait pas arriver sans la Chine. Et c'est vrai que depuis début 2023, souvenez-vous, lorsqu'on a eu les poussées nocturnes, qui parfois étaient assez extraordinaires d'ailleurs, pendant que nous en Europe, là souvent on était en train de dormir, ça s'est souvent passé la nuit, tandis que les États-Unis, voilà, ça se contentait de suivre le train. On a toujours cette pression régulatoire où les institutions sont en train de se batailler avec la SEC, avec la SFTC, et on n'a pas de règles complètement claires aux États-Unis, ce qui est en train là aussi de créer de la délocalisation en Europe, voire en France. C'est complètement fou de se dire que tardivement la France est en train de devenir, pour bon nombre de ces énormes crypto-bourses et mastodontes mondiaux de la crypto, un Eldorado, et personnellement j'y crois toujours pas. Mais bon, on verra, advienne que pourra, comme on dit. Et c'est vrai que là, la Chine est en train aussi de jouer son joker. Donc il ne faudrait pas que petit à petit, en tout cas en apparence, c'est un peu comme quand on observe le chart du dollar, que tout le monde disait, ça y est, le dollar va aller à zéro. On va avoir une méga giga émergence d'une nouvelle monnaie en collaboration avec X, Intel, machin, bidule. Le dollar reste le dollar à ce jour et il y a beaucoup trop de trucs qui sont settle en dollars au travers de la planète pour passer au travers. Et là, pour l'instant, le chart me disait plutôt qu'en plus, le dollar était en train de rebondir. Mais bref, je ferme cette petite parenthèse. Toujours est-il, si les États-Unis sont en train de se tirer un peu, en tout cas, comme je disais en apparence, une balle dans le pied par rapport au secteur crypto, il va falloir attendre 2 échéances. Il va falloir attendre l'échéance du halving en 2024 qui peut faire un minimum bouger les choses pour le marché entier, pas forcément pour les États-Unis. Et deuxièmement, il y aura l'élection du nouveau président des États-Unis à l'automne 2024. Et ça aussi, finalement, peu importe qui sera élu, puisqu'il y a 1 ou 2 jours, j'avais partagé un tweet qui disait qu'il y avait un futur candidat potentiel qui était super pro Bitcoin, etc. Finalement, le but, c'est d'avoir du mouvement. C'est pas forcément de faire de la politique, de dire « moi, je suis pour un tel, moi, je suis pas pour un tel ». À l'époque, il y avait autant de détracteurs pour Donald Trump que de gens qui l'adoraient. On n'est jamais rentré là-dedans sur la chaîne. Personnellement, je suis pas du tout pour appliquer de la politique dans les cryptos, bien qu'il y en a beaucoup qui diront « la crypto a forcément une portée politique ». Mais bon, bref, globalement, on a quelque chose qui, d'un point de vue géopolitique, est en train de se passer et on en aura, je pense, toutes les réponses probablement sous quelques mois supplémentaires. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus
dire désormais que la Chine n'est pas en train de jouer son joker par rapport aux cryptos. Peut-être aussi que ça reste en apparence pour mieux soutenir l'arrivée de leur yuan numérique, mais on a véritablement quelque chose qui est en train de se passer sur toute la partie asiatique. On part avec Goku un instant du côté des États-Unis ce coup-ci, avec le président Biden et le président de la Chambre des représentants McCarthy qui parviennent à un accord de principe pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut qui menaçait l'économie mondiale. Pour rappel, il y a déjà eu des défauts par le passé, puisqu'on peut arriver jusque-là. Pour les États-Unis, ça reste les États-Unis, c'est pas très grave en soi. Et derrière, on a quelques institutions qui ferment pendant une semaine, 2 semaines. Ils commencent tous à un peu transpirer et ensuite ils parviennent à un accord. Là, pour l'instant, ils ont l'air d'être arrivés à cet accord avant même que tout vienne à se gripper. Donc là aussi, personnellement, on n'en avait pas trop parlé sur la chaîne, ça restait un peu un non-sujet et un non-événement, mais il y a beaucoup de personnes qui s'en servent pour essayer de disséminer la peur. Mani NFT qui nous parlait de Epic Games qui va lancer 20 jeux NFT, donc vous avez un thread en 9 posts, je vous invite à le consulter pour ceux qui sont friands du gaming / NFT, et on en vient donc avec Hawking Vest à l'autre partie asiatique, et comme le relevait Hawking Vest, c'était au tour donc de Pékin de mettre en avant le Web3 et les cryptos, et ils ont déclaré via le nouveau livre blanc que la technologie du Web3 était inévitable et représente le futur du développement d'Internet. Donc là, on a quelque chose d'assez sérieux effectivement qui est en train de se passer. Avec Charlie Bilelio, les retours 2023, Nvidia plus 167%, Facebook Meta 118%, AMD pas loin de 100%, Tesla 57%, Amazon 43%, Google 41%, Microsoft 39%, Apple 35%, le Nasdaq avec le ticker QQQ plus 31%, le SP500 qui est déjà sur un plus 10% en seulement quelques mois, donc ça en fait un rendement là aussi pour ceux qui cherchent du long terme. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui parlent voilà, d'actions à dividendes, de rendement long terme, de portefeuille. C'est quelque chose aussi qu'on met régulièrement en avant sur la chaîne et petit à petit qui permet de se constituer un portefeuille sûr, on va dire. Le SP500 pondéré plus 0,3% si je dis pas de bêtises, et banque régionale moins 31%, donc c'est clair que le secteur bancaire aux États-Unis a dû transpirer sur cette année 2023 et est encore d'ailleurs en train de transpirer. La Value Map avec The Rational Route, donc on a tout juste franchi le premier palier sur lequel on est en train de s'appuyer, et il faisait la corrélation de ce qui s'était déroulé déjà très tôt en 2011, ensuite autour de 2015. Vous connaissez la musique pour début 2019 et pourquoi ne serions-nous pas pile poil dans les mêmes clous? Et le timing à chaque fois est quasiment respecté aussi par rapport au halving à venir qui devrait être donc au printemps 2024. Comme je le disais dans mon post, les deux événements de 2024, ça sera le halving pour les cryptos et le nouveau président des États-Unis. Avec The Block, ça continue de bien pousser du côté des Layer 2. Donc là aussi, c'est des solutions dont on a besoin par rapport au réseau Ethereum. On a également tout ce qui va être interopérabilité, que ça soit du Polkadot, que ça soit du Atom Cosmos. Qu'est-ce qu'on a encore? NIR Protocol et les sous-couches petit à petit qui sont en train d'arriver aussi, qui sont très intéressantes, de type Starknet, de type Celestia et d'autres projets comme Axelar Network dont on a parlé là aussi une ou deux fois sur la chaîne. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet sur lequel il vous faudrait potentiellement aller travailler un peu plus dur, entre guillemets, puisque c'est pas non plus à la portée de tout le monde de se renseigner au-delà du layer 1, de bien comprendre déjà comment fonctionne le réseau Ethereum, et pour ensuite aller encore plus loin dans le rabbit hole, comme on dit, fouiller et faire ses propres devoirs. Je peux comprendre qu'en amont c'est un peu difficile, c'est pour ça aussi que on fait les émissions du lundi pour essayer de démystifier, de démêler tout ça et de vous apporter au bout de quelques semaines, quelques mois, cette plus-value sur laquelle vous pouvez totalement vous servir, notamment de la finance décentralisée, sans avoir peur de le faire. Game of Trade, donc, qui met en avant qu'on a la dette qui est en train d'exploser, mais c'était il y a 72 heures. On va voir comment ça va se terminer, cette petite affaire. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'avoir rassuré le marché crypto. D'ailleurs, on va le voir dans un instant, mais le SP500 est de nouveau de retour aux 4200 points, tandis qu'on avait le comparatif de Jitse Parets qui nous mettait en avant que voilà, on fait des 52 week high, c'est-à-dire le point haut annualisé plus haut que l'année précédente. Donc vraiment on a un truc qui est en train de se tramer. Peut-être qu'on va réussir à passer au-delà de cette tempête potentielle aux États-Unis d'une récession.
Personnellement, vous connaissez voilà, ma retenue autour de ça. Je pense qu'il y a un moment où il y aura quand même un mouvement un peu impulsif à la baisse, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir arriver en tout cas. Avec Coins.fr, en un mois, le protocole de lending NFT Blend de Blur qui a enregistré un volume de prêt supérieur à 169 000 Ethers, soit l'équivalent de plus de 300 millions de dollars. Donc vous voyez qu'on a pas mal de projets qui continuent d'avoir de l'attraction et même du côté des NFT. On a Dan CryptoTrade qui avait relevé qu'il y a eu 53 milliards d'ajoutés au niveau de la liquidité dollar. Donc à voir ce que ça pourrait donner, puisque là aussi c'était il y a 72 heures et le BTC était à ce moment-là autour de 26,5. On avait quand même fait un mouvement assez voilà, prononcé à la baisse. Bon, ça reste prononcé dans un range, mais en ce moment c'est un peu la machine à laver. Un coup on se retrouve sous les 26 000, un coup on se retrouve de nouveau à 28 000. Donc c'est des mouvements quand même qui sont assez importants en journalier, on va dire. Et là, par rapport à la liquidité, c'est vrai que le pivot de la Fed qui risque de tarder à arriver sur l'automne fin d'année pourrait là aussi déclencher quelque chose d'un peu plus important en termes de mouvement. Alors, inutile de trop, on va dire, l'anticiper, puisque admettons que cet été, ça se passe très bien et qu'on continue d'aller chercher, je ne sais pas, pourquoi pas 35 000 sur Bitcoin. Ça fait pas une énorme performance à compter des 28 qu'on est en train de travailler ce matin, mais ça fait quand même voilà, un pourcentage qui est non négligeable. Donc, personnellement, je ne suis pas à courir vite à prendre des profits ou quoi que ce soit. J'ai pris un tout petit peu de profit il y a quelques temps, là, il n'y a pas si longtemps, pour sécuriser des gains que j'avais fait sur ce début 2023. Puisque souvenez-vous, pour ceux qui suivent, j'étais pas mal descendu en stablecoin du fait de USDC au moment du DPEG. J'en avais converti la quasi-totalité en Bitcoin et en Ether. Alors ça s'est très bien passé pour moi derrière, c'était un énorme coup de chance. C'était pas forcément voulu au moment où je l'ai fait, puisqu'on a eu un énorme pump de Bitcoin et de Ether juste ensuite. Mais voilà, ça me permet de me reconstituer ma petite épargne avec un bonus, donc j'en suis tout à fait content. Et ensuite, c'est cet horizon de temps qu'on a avec le halving 2024. Et si le cycle venait à se reproduire, ben peut-être un bull run en 2025. Mais comme d'habitude, je n'ai toujours pas de boule de cristal, donc ça reste hautement hypothétique. Je ne suis pas là pour faire de la cartomancie, de la prédiction. J'essaie juste de faire cet exercice intellectuel avec vous, de me projeter sur les dates qui pourraient coller par rapport au cycle précédent, sachant que chaque cycle est un peu différent. Les Bitcoin ETF AUM, donc avec ProShares notamment, qui est monté de 500 millions à 900 millions, donc on a quand même un retour des Open Interest assez important depuis décembre 2022 sur les différents donc ETF qui sont proposés, notamment, je regarde ici, mais j'avais pas conscience de ça forcément, qu'il y en a 2 aux États-Unis et 4 au Canada, avec Purpose, 3IQ, CI Galaxy et Fidelity Advantage, donc le Canada qui n'est pas en reste pour les produits dérivés. Le Watcher Guru avec Elon Musk qui reçoit l'approbation de la FDA de faire les tests sur les humains par rapport à sa puce Neuralink. Alors là aussi, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il faudrait voilà, détailler beaucoup plus, mais en gros, c'est des implants dans le cerveau directement pour soit guérir des maladies dans un premier temps ou plus tard pour faire de l'augmentation d'humains. Donc on rentre totalement dans la dystopie là, la plus totale et à voir ce que ça pourra apporter, puisque comme d'habitude, il y aura forcément du très positif et aussi qui ira de pair avec du très négatif, et notamment sur les premiers tests. À voir ce qu'il pourra en ressortir. Avec The Block, on a Bitpanda qui se noue d'un deal avec Coinbase, donc très très bonne nouvelle par rapport à une licence. On va voir ce que ça donnera. Ça serait potentiellement aussi pour avoir de la garde, pour avoir des produits additionnels. Donc une bonne nouvelle pour Bitpanda qui risque de passer au next level, puisque clairement Coinbase fait partie du top 3 à ce jour des incontournables des crypto-bourses, et peut-être qu'ils ont aussi en tête Coinbase un jour, de si ça se gâte aux États-Unis, de venir tout simplement poser leur valise en Europe, de mettre leur siège absolu ici. Et c'est vrai qu'on avait Kraken aussi qui voulait racheter un Psan directement l'autre fois, donc peut-être qu'on a quelque chose qui est en train de se passer aussi de ce côté-là. Le trading volume avec Unfolded qui est au plus bas depuis 2020, donc on a un désintérêt absolu. Du côté des métriques de YouTube, c'est catastrophique. Je suis en train de nouveau de faire un point bas, pas forcément en vue, puisque vous êtes là au quotidien, on fait du 16 000 en moyenne, c'est extraordinaire je pense aux abords de l'été 2023, et vu tout ce qu'on s'est traversé entre temps. Mais par contre en termes d'acquisition, en termes voilà, de tout ce qui est volumétrie d'acquisition, de nouveau on est en train de faire un point bas, ce
qui génère extrêmement peu de revenus derrière d'un point de vue de YouTube. Donc pour CM en tant que média, c'est pas forcément une bonne nouvelle puisque voilà, on gagne quasiment plus rien avec YouTube et ça reste assez compliqué après de survivre justement à ces bear markets de quelques années quand on n'a pas de sponsor ou quoi. Et pour l'instant, je touche du bois, ça continue de se passer plutôt pas mal pour les cryptos puisque on a noué des partenariats pour du long terme avec notamment par exemple NordVPN qui nous permettent de survivre à ce bear market et de le traverser comme il se doit. Et la bonne nouvelle pour vous de votre côté, c'est que une fois de plus, je le dis souvent, mais c'est réellement ce que je pense, on est au bon endroit au bon moment. Il y a un désintérêt total et absolu du grand public là pour le marché crypto. Et pourtant, comme je viens de vous le montrer en quoi 10-20 posts, ça continue de construire. On a des millions, des milliards qui viennent s'injecter sur X ou Y projet, peu importe le sous-domaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que derrière, on devrait avoir un très joli cycle. En tout cas, je l'espère. Laetitia qui nous mettait en avant avec les similitudes de 2011 et ce qui avait causé le plus soit de gains, soit de pertes au niveau des marchés suite à la même situation qu'on avait traversée, contexte d'inflation, politique monétaire, valorisation, courbe des taux. Donc c'était les trésoreries longs qui avaient pris 30%, le gold de 21%, le DIR trésorerie 8%, TIPS 7% et ensuite on passe en négatif. International Stocks moins 15, Emerging Markets moins 16, US Large Cap, donc les grosses capitalisations moins 17 et les Small Caps qui sont les grands perdants moins 24 et c'était en 2011 donc on est quand même 12 ans plus tard. C'est assez énorme, c'est un cycle entier qui est passé par là, mais l'économie ayant tendance à reproduire sa cyclicité, c'est une information importante. Il y avait une propriété mais c'est trop tard puisque là on remonte à 5 jours désormais sur Realty avec de nouveau quelques maisons qui étaient disponibles et je crois que tout est parti en quelques minutes donc ça continue de se passer plutôt pas mal. Asher qui nous met en avant que la commission mixte paritaire vient de se prononcer en faveur de l'amendement du Sénat à propos de la PPL visant à encadrer l'influence en France. On se dirige donc vers la dernière étape, adoption définitive ou non par l'Assemblée nationale et c'est une version un peu moins dure en tout cas pour ceux qui voilà, sont restés en France et qui devrait permettre de continuer de travailler donc c'est une bonne nouvelle. Avec Coins.fr, le lender crypto en faillite Celsius qui a accepté l'offre la mieux disante pour l'acquisition de ses activités dans le minage, le consortium Fahrenheit remporte la mise et le plan de sortie du chapitre 11 se poursuit. Donc peut-être une bonne nouvelle au bout du compte pour les détenteurs de crypto sur Celsius, on espère que ça s'arrangera. Félicitations à JoinCube3 qui se lance dans le centre-ville d'Angers pour devenir un incubateur Web3 avec 100 entrepreneurs dès septembre et avec à sa tête Valentin Demey que vous connaissez déjà probablement, qui est directeur de publication à Cryptost mais pas que puisqu'il est également consultant BFM Business, on le voit régulièrement, et co-auteur de Bitcoin et crypto sur le livre Larousse qui était sorti pour Cryptost. J'en profite pour leur faire le petit big up et en tout cas il devient donc dirigeant de cette structure. C'est complètement fou d'avoir voilà, un écosystème français qui malgré tout ce qu'on se sera pelé et traversé continue de se développer positivement et on leur souhaite vraiment le meilleur. On suivra ça de très près. Et en parlant de Cryptost, on clôturera avec ça puisque j'en suis déjà à 25-28 minutes d'enregistrement et j'ai même pas encore fait l'analyse technique. Forcément, il y avait 3-4 jours à rattraper. Plus de 68% des bitcoins en circulation n'ont pas bougé depuis plus d'un an selon les données de Glassnode. Cela traduit à la fois la confiance des investisseurs pour le bitcoin pour le long terme, comme le disait ici Cryptost, mais comme je vous le disais une ou deux émissions en arrière, c'est surtout le méga choc de liquidité qui va arriver puisqu'à partir du moment où on a une offre comme ça qui est asséchée de 70% et qu'on a un petit peu plus de demandes qui risquent de se manifester tôt ou tard, et c'est souvent mécaniquement à compter du halving que ça a tendance à se produire. Ça ne veut pas dire qu'en claquant des doigts au moment du halving, le cours va monter frénétiquement, mais ça a tendance voilà, à renforcer ce phénomène de rareté. Donc quand même 70% des BTC qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an, et quand on regarde un peu plus dans le détail, parfois c'est depuis plusieurs années, petit à petit, qu'on a des pourcentages aussi qui ne bougent pas ou qui sont tout simplement perdus, et c'est en train aussi de se passer plutôt pas mal pour Ether qui continue de voir un afflux massif au niveau de son staking. 1125 milliards ce matin, donc qui a défendu depuis 2-3 semaines la moyenne mobile 200 qui n'a pas été touchée à 1050 et la moyenne mobile 20 sous laquelle on n'a jamais clôturé. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le momentum un peu faiblard du côté du MACD, le RSI qui revient en zone médiane. Donc pour l'instant le statu quo, il nous faudra repasser au-dessus des 1150 puis par la suite valider les 1200
pour aller faire un rallye un peu plus prononcé du côté des 1400 à 1600 milliards. Crypto Total 2, 581 milliards. Là aussi, les altcoins n'ont strictement rien fait depuis un mois à peu près. On est venu toucher par deux reprises la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 qui est vraiment collée juste en dessous, autour du compte rond des 550 milliards. Crypto Total 3 qui exclut Bitcoin et altcoin. On est sous ces moyennes mobiles, mais on a touché le support qui a fait réagir ici, autour de 338. Donc là, on est pile poil dans la fameuse phase de réaccumulation pour les alts un peu plus élargies au sens strict du terme. Et le jour où on franchira à peu près cette zone ici des 400-410 milliards et ensuite des 450, on pourra avoir une accélération qui sera bien plus massive pour les altcoins avec la fameuse alt season. Et pour ceux qui suivent, les vases communicants où on aura une Bitcoin dominance qui suivra à la baisse en même temps que les alts s'exprimeront. 32 Ethers valent ce matin 61 000 $, donc on avait la double touchette aussi ici autour de la moyenne mobile 20 autour de 56 000 $. Je vous donne le chiffre puisqu'on verra plus tard si on vient sur des chiffres extraordinaires ou si on a finalement un nœud Ether qui reste assez cloisonné. En tout cas le Bitcoin 28 033 ce matin, 8 heures que j'enregistre l'émission. Là aussi si on enlève tous les petits gris-gris, qu'on regarde juste les moyennes mobiles, on a méché moyenne mobile 200, on a méché la moyenne mobile 20 aussi qui est juste sous les 26 000 $. On a eu une très très belle clôture hebdomadaire. Désormais, il faudra prendre une décision puisqu'au niveau des volumes, là aussi, voilà, ça pêche un peu. On a la sensation qu'on a un désintérêt et quelque part, avoir une correction avec un faible volume, c'est aussi une bonne nouvelle puisque ça veut dire que malgré tout, les vendeurs sont épuisés. C'est ce que disait je ne sais plus qui il y a 3-4 jours avec des data on-chain à l'appui. Mais pour les acheteurs, il faudra beaucoup plus d'énergie pour aller chercher beaucoup plus haut. Les vendeurs se contentant de bétonner sur des zones clés pour que pas que ça passe. Là aussi, ça peut être à double tranchant avec plus tard des short squeeze, un peu comme on l'a vu sur la fin du week-end ici. Le CAC 40 et le Nasdaq donc qui avait clôturé dans le vert, mais pour le CAC 40 c'est en train de se gâter. On a le momentum qui shift et qui shift de plutôt haut, donc ça risque un peu de redescendre là aussi. Voilà, on avait un CAC 40 qui était venu chercher un nouveau point haut, tandis que le Nasdaq, lui, la configuration est juste magnifique. On continue d'empiler des bougies vertes. Là aussi, on arrive en survente en hebdomadaire, ça va pas faire que monter. Donc attention à vous si vous spéculez sur le marché US, tandis que le SP500, 4200 points, c'est la zone de tous les dangers, c'est la moyenne mobile 100 hebdo et c'est la zone à franchir avec une méga bougie pour derrière lâcher totalement tout ce qui se passera du côté des actions américaines. On a le gold, ça faisait quelques jours qu'on n'en avait pas parlé, qui est revenu chercher comme attendu sa moyenne mobile 20, donc autour de 1940 $ l'once. On était sur les ex-points hauts il y a à peu près un mois et on est revenu chercher pas très loin du RSI médian, tandis que Ether 1900, là aussi a touché sa moyenne mobile 20. On est sous le pivot des 2000 $. Il faut enfoncer très vite et très fort ces fameux 2000 $ pour aller chercher pourquoi pas 2003 où nous attend la moyenne mobile 100 à 2004 où on avait le 0,382 de Fibo si je dis pas de bêtises. Je repasse pas sur les actions américaines où ça se passait très bien vendredi dernier, mais là aussi on va attendre la rouverture du marché US cet après-midi aujourd'hui. 104 pour le DXY, donc dans la création d'un double creux potentiel et avec un stop à la moyenne mobile 50 ici à 105.7 si jamais on venait à le chercher. Je pense que c'est un objectif tout à fait réaliste à court terme, tandis que la Bitcoin dominance 48.3 toujours perché et dès que Bitcoin reprend un peu de force, elle remonte avec lui. On n'a toujours pas envie de lâcher du mou du côté des altcoins et pourtant là aussi le momentum doucement mais sûrement faiblit. Donc peut-être que cet été ça pourrait être le moment aux alts portés par LTC aussi qui jouera son propre halving de nous faire un petit quelque chose, mais pour l'instant voilà, c'est vraiment bout du genou et on n'a pas fondamentalement grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que on le voit dans les top gagnants, c'est régulièrement les actions américaines qui se font la part belle. On clôturera avec le BTC en futur CME, qui a clôturé à 4,77, 28 200 et on est finalement revenu au niveau du cours à la clôture collée ici. Donc à voir comment va se dérouler ce début de semaine. On reste dans une configuration technique qui est extrêmement propre, extrêmement construite, mais avec un fondamental derrière où il ne faudrait pas que le marché américain se soit menti à lui-même à l'automne, fin d'année, et où on est ce retour de boomerang avec la Chine qui clairement et définitivement
est en train pour le marché crypto de monter en puissance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à ce soir, à voir, normalement on devrait faire l'émission mais je vous confirmerai sur les différents réseaux dans la journée. À plus tard, ciao ciao.